La première session que nous avons ensemble, on l'a appelée approche alternative. Donc, approche alternative, alternative à quoi? Eh ben, à la méthode de Léon Goldstein et Jean-Yves Marzin, c'est-à-dire alternative à les transitions 2D, 3D pour relaxer l'énergie dans le volume due aux contraintes. Et donc, il y a d'autres manières de faire les boîtes que celles inventées par Léon et Jean-Yves. Et c'est ce qu'on vous propose cet après-midi dans les trois premiers exposés. Donc, le premier exposé, c'est un exposé de Bruno Grandidier, c'est un exposé sur les nanocristallites et les boîtes colloïdales. Euh, Claude en a parlé ce matin. Le deuxième exposé, ce sera un exposé sur des boîtes comme tranches de fil. Vous faites un fil nanométrique, une petite tranche, c'est un petit gap, et donc vous avez aussi les phénomènes de boîte. Et Jean-Christophe et Maria vont vous parler de ça en détail. Et le troisième exposé dans cette session, c'est, je le trouve pas, oui, c'est Joël Schubert. Et ben justement, comme aussi en a parlé Claude, euh, quand vous faites la méthode Strandli-Kratsanov, donc Jean-Yves et Léon, dans les 2,6, comme l'énergie de dislocation dans les 2,6 est plus faible, au lieu de faire une relaxation élastique pour former ces petits îlots, vous faites une relaxation plastique en créant un réseau de dislocation. Et Joël, il va vous expliquer comment il s'affranchit de ça avec des méthodes, plus d'autres méthodes pour faire des boîtes. Voilà. Donc, c'est ça qu'on a appelé alternative. C'est alternative à la méthode de Léon Goldstein. Et donc, on va commencer par Bruno Grandidier. Donc, Bruno, il va parler surtout, enfin, en fait, il va mixer des boîtes colloïdales et puis des boîtes épitaxiées à la méthode d'ici. Et en fait, il va surtout parler de spectroscopie tunnel et de microscopie, comment caractériser ces boîtes. Donc Bruno Grandidier, ben, il a fait, que je sache, il a fait toute sa carrière à Lille. Donc il a fait l'école d'ingénieur de l'ISEN. Après, il a été l'IEMN, l'Institut électronique et microélectronique du Nord. Ouais, ouais, on a perdu le Nord. C'est maintenant, c'est nanostructure. Pardon. Et donc, oui, donc sa thèse à l'Université de Lille. Eh ben, Bruno, je te donne la parole. Merci beaucoup Henriette pour cette introduction. Alors bonjour à tous. Pour commencer cet après-midi, eh bien j'aimerais, comme mes collègues de ce matin, remercier le C2N pour cette initiative de nous avoir tous rassemblés pour à la fois rendre hommage à Jean-Yves et puis nous remémorer les travaux antérieurs, mais également discuter de l'avenir de ces boîtes quantiques. Et j'aimerais contribuer avec une modeste contribution, je dirais, à discuter, à échanger sur ce sujet en me focalisant plus sur eh bien, la structure électronique des boîtes et lorsqu'on les assemble, eh bien, la possibilité de faire de l'ingénierie d'état électronique, de bandes électroniques. Alors sur ce premier transparent, j'ai choisi trois images obtenues en microscopie à effet tunnel, celle du haut, celle du bas, ont été obtenus par des physiciens en phase vapeur. Et on en a parlé un peu ce matin, dans leur jargon scientifique, on appelle ça en anglais des quantum dots. Celle au centre, c'est un réseau fusionné de nanocristaux de séléniure de plomb. Ils ont été synthétisés par des chimistes. Et dans le jargon des chimistes, ils appellent plutôt ça des nanocrystals. Et cet après-midi, j'aimerais profiter de cet exposé pour voir comment les deux communautés se sont nourries au fil des ans pour faire progresser notre compréhension fondamentale de ces objets, mais également aller au-delà et construire des ensembles complexes et essayer de voir ce qu'on peut tirer de ces ensembles complexes. Alors, je vais revenir sur cette frise chronologique. Certaines images ont déjà été montrées ce matin, notamment, je dirais, le travail fondateur de nos collègues Jean-Yves, Jean-Michel qui est là. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est à peu près à la même époque que les chimistes, notamment aux États-Unis et en Allemagne, eh bien, en synthétisant des matériaux semi-conducteurs, se sont rendus compte qu'il était possible d'avoir des tailles extrêmement petites
en étudiant le spectre optique, et donc d'avoir un fort confinement quantique. Mais cela a pris à peu près une dizaine d'années avant qu'on ait une bonne maîtrise de la distribution en taille et que à la fois les physiciens et les chimistes sachent disperser, soit en volume, soit en surface, ces objets pour pouvoir les caractériser par spectroscopie optique et essayer de montrer que on était sensible, on était devenu sensible à l'émission d'une seule boîte quantique. C'est le cas pour ces boîtes d'INAS dans GAS, mais c'est aussi le cas pour ce nanocristal de séléniure de cadmium, où on voit deux raies extrêmement fines qui correspondent au même nanocristal, mais qui montrent l'état fondamental et une réplique en raison du fort couplage électron-phonon qu'on a dans cet objet à une énergie de 26 000 électronvolts. Alors j'aimerais revenir sur la conclusion de ce papier publié par Jean-Yves et Jean-Michel en 1994. Alors je ne l'ai pas écrit, mais il était écrit que maintenant qu'ils savaient sonder, identifier la position d'une boîte unique et donc aller chercher le spectre associé à cette boîte, il devenait intéressant d'aller étudier les propriétés microstructurales de ces boîtes pour pouvoir les associer à la transition optique. Et donc c'est Jean-Michel qui était venu nous voir à l'époque pour savoir si, grâce à la microscopie à effet tunnel, technique de choix à l'époque pour imager des nano-objets en surface à l'échelle atomique, il ne serait pas possible d'imager ce genre d'objet. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'aventure à partir de 1995-96. Alors, cet après-midi, j'aimerais tout d'abord revenir sur ces objets uniques, mais ensuite vous montrer qu'on peut les coupler par paire, mais qu'on peut également les coupler dans des ensembles. Et si on est capable de les coupler, eh bien vous montrer comment on peut jouer ensuite en couplant les états électroniques de différents nanocristaux ou boîtes quantiques et obtenir des réseaux artificiels avec des propriétés qui peuvent devenir assez étonnantes. Et enfin, je finirai par quelques perspectives. Alors pour en revenir à ces boîtes quantiques d'INAS dans GAS, elles sont enterrées en volume. Pour y avoir accès, il faut cliver le matériau. Et pour les 3,5, ça marche assez bien. On obtient une phase 1,1,0, atomiquement plane, passivée en surface. Et donc si on utilise la microscopie à effet tunnel, qui consiste en une pointe qu'on approche à 1 milliardième d'une surface, et en polarisant une électrode par rapport à l'autre, on va pouvoir faire passer un courant tunnel. En régulant ce courant tunnel lorsque la pointe balaye au-dessus de la surface, on va pouvoir remonter à la topographie de notre surface. Alors pour trouver ces objets qui sont en très faible concentration dans le matériau, généralement on essaie de détecter le bord de l'échantillon, on revient en arrière et on va tomber sur le puits quantique. Et à partir du puits quantique, on va pouvoir chercher latéralement les boîtes. Et vous pouvez voir une des toutes premières images qu'à l'époque Bernard Legrand avait obtenues à l'UMN, à la résolution atomique, où vous voyez ici en rouge sombre une couche de GAS, et les petites protrusions que vous voyez là, ce sont les atomes de gallium dans les rangées d'arsénure de gallium. Et puis apparaît un contraste plus clair qui témoigne de la présence de la couche de mouillage, et à certains endroits de la couche de mouillage, le contraste est beaucoup plus lumineux. Et ça, c'est la signature de la présence des boîtes quantiques. Alors pour essayer de comprendre l'origine de ce contraste, il est intéressant de se remémorer que l'arsénure d'indium est en compression. Le paramètre de maille de l'arsénure d'indium est différent de celui de l'arsénure de gallium, donc il est en compression dans l'arsénure de gallium. Et quand on va cliver le matériau, l'arsénure d'indium, la boîte quantique, va avoir tendance à relaxer, à se déformer vers l'extérieur de la boîte, ce qui va donner naissance à ce contraste clair. Mais il y a une deuxième contribution au courant tunnel qui est que la structure électronique de la boîte est différente de la couche environnante, de la matrice d'arsénure de gallium. Et donc, on a des états électroniques confinés dans la boîte quantique qui vont faire que le courant qu'on mesure étant l'intégration de tous ces états électroniques, on va détecter plus de courant au-dessus des boîtes. Et comme j'ai un système asservi, la pointe va reculer, va s'éloigner de la surface et va donner naissance à ce contraste très clair de la boîte. Alors, maintenant qu'on savait identifier une boîte, localiser une boîte, Jean-Michel est revenu à la charge et nous a dit, est-ce qu'on ne peut pas aller chercher la probabilité de présence dans ces boîtes? Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Vous pouvez voir ici un des tout premiers exemples où vous avez une boîte clivée, vous voyez les rangées d'atomes d'arsénure de gallium ici, et puis on a la boîte
qui apparaît beaucoup plus clair là. Et en faisant une mesure du courant tunnel, en fonction de la tension à polarisation positive, on va pouvoir balayer, sonder les différents états quantiques de la pointe. En effet, lorsque le niveau de Fermi de la pointe est résonnant avec ces états quantiques, on va faire passer des électrons. Et plus vous avez d'états, plus l'électron est localisé sur cet état, plus le courant tunnel va être important. Et on peut voir des différences d'intensité en fonction de l'endroit où on a effectué les mesures. À température ambiante, la dérive est telle qu'on ne peut mesurer que le courant, et donc on a fait une cartographie du courant. Et ce que vous voyez, c'est qu'à une tension de 0,69 volts, on voit apparaître un lobe au centre de la boîte qui correspond à la probabilité de présence de l'électron dans cette boîte sur les niveaux fondamentaux qui présente une orbitale de type S. À 0,82 volts, on voit de chaque côté de cette orbitale au centre deux lobes apparaître qui témoignent du transfert de l'électron dans l'état de type P. Alors, on aurait bien aimé pouvoir sonder les états de manière individuelle plutôt que de les intégrer. Et pour ça, eh bien, il faut travailler à basse température pour mesurer non pas le courant, mais la dérivée du courant. À basse température, vous avez beaucoup moins de dérives et donc on peut cartographier une boîte pendant plusieurs heures. Malheureusement, ici, à basse température, quand j'injecte l'électron, je n'ai plus de phonons à absorber pour pouvoir faire passer l'électron en bande de conduction et éviter de charger la boîte. Donc il a fallu adopter une autre stratégie, et cette stratégie reposait alors sur l'utilisation d'un substrat dopé de type P, dans lequel eh bien, les électrons vont recombiner avec les trous dans la boîte, ces trous étant alimentés par les états du GAS. Et c'est ce qu'on a fait. On a donc caractérisé des boîtes à basse température. À 77 Kelvin, eh bien, vous voyez tout d'abord en bande de conduction une bosse qui est bien mieux résolue à 5 Kelvin et qui correspond au transfert des états de la pointe vers les états de bande de valence. Et quand la tension augmente, à un moment donné, vous allez devenir résonant avec les états de bande de conduction et vous voyez apparaître des pics. La boîte étant ici, nous avons cartographié à l'époque ces états, et ce que vous voyez apparaître, c'est pour l'état fondamental un lobe de symétrie de type S, un lobe de symétrie de type P pour le premier état excité, et ainsi de suite. On pouvait donc détecter trois états et la probabilité de présence de l'électron sur ces trois états. Alors ensuite, il y a eu des travaux remarquables qui ont été faits au LPN, au C2N actuellement, par nos collègues, où ils ont caractérisé des boîtes quantiques d'INASP dans INP, et vous voyez que à chaque fois qu'ils rentrent en résonance avec un état, vous avez l'apparition d'un lobe supplémentaire dans la fonction. On peut également caractériser des boîtes quantiques non plus clivées, mais directement dans le plan de croissance. C'est ce qu'avait fait l'équipe de Roland Wiesendanger en 2003, où vous voyez ici une boîte quantique. Elle a une forme pyramidale parce qu'elle n'est pas recouverte de la matrice de GAS ou d'INP. Et vous voyez en bande de conduction des pics apparaître. Et à chacun des pics, on peut associer donc une cartographie de la conductance où vous voyez bien apparaître les différents lobes. Et ce qu'il y a d'assez intéressant ici, c'est que la boîte étant anisotropique, on va lever la générescence des états P. Et donc, on voit les orbitales associées à l'état quantique suivant X et suivant Y. Toutefois, si on regarde les spectres, vous voyez que la largeur des pics est très significative. On est à plusieurs centaines de milliers d'électronvolts de largeur. Ça veut dire qu'il y a de l'information physique dans ces pics. Comment peut-on aller les chercher? Et pour ça, il faut pouvoir découpler les boîtes quantiques de leur environnement. Malheureusement, avec les boîtes quantiques auto-assemblées, c'est très difficile. Et donc, nous sommes tournés vers nos collègues chimistes pour avoir accès à ces boîtes. Quand vous avez une boîte synthétisée chimiquement, elle est déposée sur un substrat et vous vous retrouvez donc dans une situation où j'ai une double jonction tunnel. La boîte, elle, étant recouverte généralement de ligands organiques. Et donc, on va se trouver dans une situation où le transfert d'électrons eh bien, se fait à la fois dans cette jonction tunnel-là et dans celle-ci. Et si le taux de transfert ici est beaucoup plus faible que dans cette jonction, vous allez commencer à pouvoir charger électroniquement votre boîte. Et c'est ce qu'avait fait l'équipe de Oded Millot et puis Yuri Banin en 1998, où en faisant des spectres tunnels en bande de conduction, vous voyez une série de paliers sur le courant qui se traduisent par des pics électroniques sur la dérivée du courant. On voit tout d'abord un doublé, puis une séquence de 6 pics.
Et qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que, eh bien, on a pu ici mettre deux électrons sur l'état fondamental et l'énergie entre les deux pics nous donne l'énergie coulombienne de répulsion entre ces deux électrons sur l'état S. De la même manière, on a mis ici jusqu'à 6 électrons sur l'état P. Alors, on avait fait également des expériences sur des nanocristaux de sélénium de cadmium sur graphite. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous avez une partie du potentiel que l'on applique qui chute dans la première jonction et également dans la seconde jonction. On a donc un effet de bras de levier. Et en jouant sur cet effet de bras de levier, on va pouvoir dilater l'échelle en énergie. À faible courant, vous voyez qu'on a deux pics, puis 5 pics, le sixième étant probablement caché ici. Et ces deux pics montrent une certaine asymétrie, ça veut dire qu'on a de l'information à l'intérieur. Si maintenant j'augmente le courant tunnel, je dilate mon échelle en énergie et je vois apparaître une multitude de petits pics qui montrent à nouveau, qui traduisent le couplage de l'électron avec les modes de phonon, et notamment le phonon longitudinal à 26 000 électronvolts. Alors maintenant, je vais passer au couplage électronique entre deux boîtes ou plusieurs boîtes. Pour ça, je vais prendre l'exemple des boîtes ou des nanocristaux semi-conducteurs synthétisés par les chimistes et je vais considérer le cas du séléniure de plomb. Tout d'abord isolé, donc là vous voyez des cristaux individuels isolés sur une surface d'or, sur lequel on fait des mesures spectroscopiques. Vous avez tout d'abord la bande interdite apparente ici. En bande de conduction, vous voyez des pics. En bande de valence, vous voyez des pics associés aux états de bande de conduction et de bande de valence. Et on voit bien ici la nature d'atomes artificiels. On a bien des états discrets. Si je dépose non pas des îlots de manière individuelle, isolée, mais cette fois-ci dans un ensemble, plus ou moins ordonné, vous voyez qu'on va toujours apparaître les pics en bande de valence, mais la bande interdite apparente est réduite et on voit maintenant en bande de conduction des marges d'escalier, des sortes de paliers. Et ça traduit le fait que sur 3 îlots conjoints, eh bien, on a un couplage sélectif de bandes, préférentiellement pour les électrons. Si l'ordre dans le réseau est bien meilleur, eh bien, cette fois-ci, on réduit fortement la bande interdite, et de part et d'autre de cette bande interdite, vous voyez apparaître des paliers qui traduisent d'une densité d'état bidimensionnelle dans nos réseaux de nanocristaux. Alors, pour en revenir aux boîtes quantiques, eh bien, il est possible aussi d'étudier le couplage dans ces boîtes quantiques. Et c'est ce qu'avaient fait nos collègues du C2N, où ils avaient joué sur la séparation entre des paires de boîtes lors de la croissance. Quand vous avez une séparation de 15 monocouches, que vous faites les mesures spectroscopiques dans la boîte la plus grosse à droite et dans la boîte la plus petite à gauche, vous voyez bien l'effet du confinement quantique sur la position du pic fondamental. Mais il n'y a pas de corrélation entre ces deux pics. Maintenant, quand on réduit fortement la distance entre les deux boîtes, les boîtes fusionnent quasiment. Vous voyez que, quelle que soit la position de la mesure spectroscopique, on trouve un pic à la même énergie, d'où ce couplage extrêmement fort. Mais il existe un cas intermédiaire où, eh bien, si je fais la mesure sur la boîte la plus grosse, je trouve bien le pic fondamental à plus basse énergie. Mais cette fois-ci, si je fais la mesure sur la boîte la plus petite, eh bien, je vois un épaulement ici. Et réciproquement, cet épaulement apparaît lors de la mesure sur cette boîte-ci. Et c'est vrai pour l'état fondamental, mais également pour l'état excité. Ce qui dénote d'un couplage entre les deux boîtes avec la formation d'un état liant et d'un état antiliant. Et la cartographie de la dérivée du courant nous permet de montrer la localisation de l'électron sur cet état liant, donc dans la boîte la plus grosse à droite, et sur l'état antiliant, dans la boîte la plus petite à gauche. Maintenant qu'on sait coupler ces boîtes, eh bien, essayons de faire de l'ingénierie de boîtes, de couplage de boîtes. Et pour ça, il est difficile de l'imaginer sur des boîtes auto-assemblées puisque on ne peut pas les coupler dans le plan. Et quand on les couple, on essaie de les coupler dans le plan vertical, enfin dans la direction verticale. La contrainte fait qu'à un moment, très rapidement, ça casse. Il y a des dislocations partout et on n'arrive pas. Donc là, c'était très intéressant de compter sur les chimistes, et notamment nos collègues à l'université d'Utrecht qui avaient montré que quand ces nanocristaux sont en solution, qu'on les dépose sur de l'éthylène glycol,
eh bien, les nanocristaux restent à l'interface entre le solvant et l'éthylène glycol. Si le solvant s'évapore, les tensions de surface vont permettre aux nanocristaux de s'auto-organiser à la surface de l'éthylène glycol. Si en plus on chauffe, eh bien, on va pouvoir désorber les ligands tout autour des nanocristaux et faire en sorte que ces nanocristaux fusionnent. On obtient donc un solide bidimensionnel. Et en fonction des facettes qui vont fusionner, on peut obtenir un réseau carré ou un réseau en nid d'abeille. Et à chacun des réseaux, si on considère que chaque nanocristal eh bien, est constitué d'états quantiques avec des orbitales P, D, S, pardon, P, D qui vont pouvoir se coupler ensemble, eh bien, on va former des structures de bandes. Et vous voyez ici deux exemples calculés par mon collègue Christophe Delru. Deux bandes de conduction où vous voyez des bandes dispersives qu'on attend dans le réseau carré, qui sont séparées à peu près de 40 000 électronvolts. Et puis pour le réseau en nid d'abeille, eh bien, vous retrouvez la structure du graphène avec un cône de Dirac au point K. Mais ce qu'il y a d'intéressant par rapport au graphène, c'est qu'on a exactement également en bande de conduction une deuxième bande et une troisième bande qui présentent des cônes de Dirac dû au couplage des orbitales P puis D. En outre, vous voyez que de part et d'autre de cette bande dispersive, vous vous retrouvez avec deux bandes plates. Alors on a bataillé dur avec les chimistes et on n'était pas les seuls à essayer d'aller sonder ces propriétés-là, mais on n'a jamais réussi. Et donc en parallèle, on a adopté une approche top-down. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va partir d'un puits quantique d'INGAS et on va nanoperforer ce puits quantique à des échelles proches des limites de la lithographie pour faire en sorte que tout autour de ce pore, eh bien, on puisse considérer qu'on ait des boîtes quantiques. Et à nouveau, on va pouvoir coupler ces boîtes quantiques entre elles et obtenir un cône du Dirac ou des bandes planes quand on a un réseau en nid d'abeille. Cependant, pour pouvoir étudier ça finement en spectroscopie tunnel, on a une résolution en énergie qui fait qu'il faut atteindre des limites sous, je dirais, 36 nanomètres de dimension de maille unitaire pour commencer à être dans la gamme des milliélectronvolts. En dessous, ça commence à être difficilement résolvable à 4 Kelvin avec un microscope à effet tunnel. Donc on a utilisé la technique de croissance par jet moléculaire d'un puits d'INGAS qu'on a recouvert d'oxyde de silicium, et on a utilisé trois techniques différentes, la lithographie électronique, la lithographie par chimie en bloc copolymère et la lithographie par microscopie à champ proche en utilisant une pointe qu'on venait chauffer thermiquement. En fonction des résines, eh bien, vous voyez qu'on a pu tracer ces réseaux d'antidotes, donc de trous, de pores dans nos résines. Et ensuite, en venant graver l'oxyde de silicium puis l'INGAS, on a obtenu ce puits quantique nanoperforé. On l'a remis dans le bâti d'épitaxie pour le désoxyder en surface, pour le protéger ensuite avec une fine couche d'arsenic, et on a ensuite pu le transférer un peu partout pour l'analyser. Alors, vous pouvez voir ici une image obtenue par Gilles Patriarche à l'époque d'un puits quantique nanoperforé. Vous voyez un pore, le pore descend bien jusqu'à l'interface entre l'INGS et l'INP. Et puis, vous voyez ici une image obtenue en microscopie à effet tunnel où vous voyez bien les pores. Et on voit des terrasses atomiques. Et sur chacune des terrasses, on voit des rangées qui correspondent aux rangées 2 par 4 des dimères d'arsenic qui se forment sur la surface 1, 0, 0. Alors, on peut définir des boîtes quantiques. Elles sont un peu difformes, mais vous avez des boîtes quantiques et elles vont se coupler. Et donc, en spectroscopie, on peut aller étudier eh bien, la structure électronique de ce puits artificiel. Et qu'est-ce que vous voyez? Alors, j'ai considéré juste une maille et la diagonale de la maille. Au centre de cette maille, en bande de conduction, vous voyez apparaître tout d'abord deux petits bosses, puis un pic. Et ce pic, si on s'éloigne du centre de la maille, disparaît très rapidement. Mais par contre, les deux petites bosses avec le creux au centre restent. Ces deux petites bosses traduisent la densité d'état qu'on a au point M, qui est un peu plus planaire, et qui sont séparées par le cône de Dirac. C'est ce que vous voyez là. Donc on a bien l'existence d'un cône de Dirac qui est partout dans la maille élémentaire. Et puis, vous avez ce pic qui est très localisé et qui qui donne naissance à cette bande plate. Et cette bande plate, elle est très très piquée normalement. Alors, bien entendu, il y a un peu de désordre, mais
normalement, on doit pouvoir, enfin, on l'a retrouvée partout, malgré le désordre. Elle est très robuste aux fluctuations qu'on a. Mais je dirais que ce désordre, il est vraiment aux limites de ce qu'on sait faire. Et donc, on a choisi une approche alternative où, par la suite, eh bien, on a décidé de coupler l'approche top-down avec l'approche bottom-up. Donc, on part cette fois-ci d'un substrat d'INP. On va fabriquer par croissance sélective un puits, enfin, je dirais un nanophile d'INGAS, en prenant toutes les étapes de lithographie, gravure et ainsi de suite. Et une fois qu'on a ce nanophile d'INGAS, sur ce nanophile, eh bien, on va déposer des plots de HSQ, à nouveau en utilisant la lithographie électronique, puis la gravure. Et entre ces plots, on va pouvoir redéposer des boîtes quantiques. Et en enlevant la résine HSQ, en désoxydant et ainsi de suite, on obtient des chaînes de boîtes quantiques qui peuvent être plus ou moins longues. Vous avez ici un exemple d'une chaîne qui fait à peu près 1 micromètre de long, et puis ça ressemble étrangement à cette tablette de Toblerone. Alors je crois qu'il n'est pas encore l'heure de faire la pause, hein, on sort juste de repas, mais peut-être qu'on aura des tablettes tout à l'heure lors de la pause. Alors, la difficulté, vous vous rendez compte que là j'ai une chaîne de boîtes quantiques, il faut pouvoir la retrouver. Et en microscopie à effet tunnel, généralement, on a juste une caméra optique. Donc, on a développé toute une artillerie autour de ces régions d'intérêt où on a nos chaînes de boîtes quantiques pour venir positionner la pointe entre ces quatre pattes que vous avez là. Et grâce à ces motifs fléchés, on va pouvoir, en quelques dizaines de minutes, voire 2 heures au maximum, retrouver nos chaînes de boîtes quantiques. Et vous voyez une telle chaîne ici, où on avait fait varier la longueur de chaque boîte, les unes par rapport aux autres, en maintenant l'espace entre les boîtes constant. Alors vous avez ici une chaîne, vous pouvez voir différentes boîtes, et quand on fait les mesures spectroscopiques sur une grosse boîte et une petite boîte, vous voyez bien qu'on a un décalage en énergie qui traduit de la variation du confinement quantique dans ces boîtes. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut également sonder la barrière de potentiel, c'est-à-dire le nanophile qui sert à coupler ces boîtes entre elles, et vous voyez des états électroniques discrets qui sont dans ce nanophile. Alors pour finir, eh bien, à quoi ça peut servir? Eh bien, si on est capable de fabriquer des chaînes de boîtes quantiques, on a su également récemment fabriquer par croissance sélective des électrodes le long d'un nanophile. On va donc pouvoir associer les deux pour essayer d'avoir un contrôle électrostatique très fin des boîtes quantiques. Et ça nous permet d'imaginer faire un réseau artificiel à une dimension de type Schuh, Schrieffer, Iger. Donc de faire des simulateurs quantiques, alors pour l'instant à une dimension, mais on pourrait imaginer aller à 2 dimensions par la suite. Toutefois, je pense qu'il est intéressant de revenir aux objets uniques, et notamment à la boîte quantique. Mon collègue Ludovic Desplanques a ici ouvert d'oxyde de silicium. Vous avez des pores avec un diamètre de 20 nanomètres sur INP. Et on pourrait très bien imaginer, par croissance sélective à nouveau, déposer de l'arsénure d'indium dans ces pores pour faire des boîtes quantiques. Si vous avez une hauteur comprise entre 4 et 5 nanomètres, vous allez pouvoir émettre dans la gamme des télécoms à 1,55 micromètres. C'est ce qu'on avait fait dans le temps avec du séléniure de plomb, alors avec des objets plus grands, mais vous voyez qu'on était capable d'avoir des très bonnes interfaces abruptes. Alors il y a quelques dislocations, c'est des choses à gérer, et on l'avait fait non pas en phase vapeur, mais on avait couplé ça avec des dépôts en phase chimique. Et je crois que l'avenir, il est là. Il est dans le fait que nos deux communautés chimistes et physiciens se parlent, travaillent ensemble, et je pense qu'on pourra sortir de nos collaborations des boîtes quantiques avec des variétés de compositions chimiques bien plus riches que ce qu'on sait faire actuellement. Voilà, pour finir, j'aimerais remercier l'ensemble de mes collaborateurs sans qui ces travaux n'auraient pas pu être réalisés depuis maintenant plus de 30 ans. Je tiens aussi à rendre hommage à Jean-Yves. En fait, il y a 20 ans, à quelques jours près, il assistait et était président de mon jury d'HDR. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Bruno pour ce bel exposé, une belle synthèse entre les boîtes colloïdales et les boîtes épitaxiées. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou bien?
Le troyen. Oui, dans la partie 2, sur le couplage de deux boîtes, donc tu montres le weak coupling. Enfin, en gros, voilà, ils sont quasiment séparés. Ensuite, il y a un couplage intermédiaire et un strong coupling. Donc du coup, après, c'est des molécules. Enfin, c'est une molécule. Voilà. Mais dans l'image que j'en ai, enfin, donc ce que tu appelles l'intermédiaire, c'est habituellement ce qu'on apprend comme étant la molécule. Et l'autre, voilà, c'est-à-dire que dans le troisième cas, tu modifies les niveaux des boîtes séparément aussi. Enfin, ouais, c'est ça. Ok, j'ai C'est bien ça. compris, hein. Ouais, tout à fait, tout à fait. Merci. Dans les cours de physique du solide, en général, il y a deux approches pour décrire les structures de bande. Il va y avoir l'approche des liaisons fortes, où il va y avoir un électron libre dans un potentiel. Donc là, je me posais la question pour décrire dans le cas où vous regardez les réseaux hexagonaux, par exemple, c'est quelle approche à laquelle vous faites appel pour faire la description théorique? Les deux approches fonctionnent. En fait, j'ai montré les deux exemples. Ici, c'est une approche de liaison forte. Ici, c'est une approche plutôt de type Maffittine. D'accord, oui, parce que ça a l'air très continu, en fait. D'accord. C'est Ok, vrai. super. Merci. Merci encore, Bruno. On va continuer. Attends.